temps d'être derrière les gens arabes. C'est un sujet qui a causé déjà beaucoup de tumulte, beaucoup d'encre de salive, beaucoup d'encre à couler, beaucoup de salive aussi. Nous allons essayer d'élaborer la question, d'essayer d'analyser la question. Est-ce que l'Occident est derrière ou pas? Est-ce que l'Allemagne, la France, les États-Unis ont quelque chose à voir ou non? Est-ce que les accusations sont fondées? Et à la fin, nous allons terminer par la partie qui, pour moi, est la plus importante parce qu'il ne suffit pas de libérer les problèmes. Il suffit, ce qui est important, à pas avoir libéré les problèmes, d'essayer de trouver les remèdes à ces problèmes, comment résoudre, comment pallier à cette menace, parce que ça nous concerne tous. Nous sommes en Europe, nous disons ça ne nous touche pas directement. Et on a fait comme nos familles, nos parents, qui si un jour nous apprenons que ça allait se toucher, ça nous toucherait aussi indirectement. Donc, je vais passer la parole pour la première partie de Boko Haram, la présentation, la genèse, et qu'est-ce que c'est Boko Haram? Tout à l'heure, je m'appelle Afou Badori, je suis étudiante en master politique internationale à l'Université de Marbourg. Aujourd'hui, nous allons débattre sur le problème Boko Haram et pour ne pas m'étaler et pour ne pas répéter mon frère, je vais commencer directement par la première partie, c'est-à-dire l'origine et la création de Boko Haram. Donc, je peux commencer tout simplement en disant que le Boko Haram, c'est un groupe qui commence, normalement, Boko Haram naît des revendications ethno-religieuses au Nigeria pendant la période de la colonisation britannique de la région. C'est en 1900 que les Anglais arrivent au Nigeria. Ils occupent la région l'Empire Borno. Et voilà, mais lorsqu'ils occupent cet empire, ils trouvent que la population est formée de musulmans, c'est la population canonique musulmane, et ils veulent imposer en quelque sorte le christianisme. Ils viennent alors et ils insèrent ce qu'on appelle un système éducatif, donc ils mettent les écoles, toutes les écoles, où on apprend le christianisme, on apprend la religion chrétienne. Et là, ils imposent cela. Vous savez que les musulmans ils sont conservateurs et même pendant cette période il y avait déjà au niveau du mouvement islamique, c'est-à-dire la religion islamique n'était forcément une religion ne s'étendait plus seulement dans le cadre religieux mais dans le cadre politique, ça veut avoir une influence sur la vie des États. Alors, c'était un islamique de l'Empire Borno. Certains islamistes, certains groupes islamistes comme le groupe Maïkassine, c'est un groupe bien connu à cette époque, se sont levés contre le système éducatif occidental. Et c'est là qu'il y a eu dans les années 1967-70 une guerre civile au Nigeria c'était une guerre à connotation religieuse qui mettait en scène les acteurs politiques, les acteurs ethnocentriques et les acteurs religieux. Pendant cette période-là, en 1980, il y a eu une des plus grandes batailles à connaître cette région-là, avec le groupe formé par Mohamed Mawa. C'est lui qui forme le groupe Taï-Kassine. C'est un groupe relié au groupe Maïkassine. Et c'est de ce groupe-là que naît donc le groupe Boko Haram. Donc pendant cette période de guerre, il y a un surnommé Youssouf Mohamed qui se fait connaître par la population à travers sa manière éloquente de parler. Et lui, il est contre le système éducatif occidental, il est contre l'enseignement chrétien et il veut en fait qu'on islamise toute la communauté puisque les musulmans étaient marginalisés pendant cette période-là. Et il se fait donc connaître par le petit public et par aussi les musulmans qui étaient marginalisés. Et
dans sa bataille. Et sa bataille, il la concrétise donc en 2002 lorsqu'il crée donc son groupe qu'on appelle Boko Haram. C'est la population qui appelait le groupe là Boko Haram. Donc un mouvement de protestation citoyenne contre l'action politique qui était chrétienne à cette époque-là. En 2002 à 2009, le groupe se métamorphose parce que leur action était plus humanitaire. Ça veut dire qu'ils construisaient des écoles et des mosquées où ils accueillaient les enfants pauvres ou alors les enfants maltraités dans les écoles coraniques. Et ils accueillaient également les étudiants, ceux-là qui voulaient bien continuer à suivre la culture musulmane. Ils accueillaient ces gens-là qui combattaient à leur côté. De 2002 à 2009, ça se métamorphose parce que ce n'est plus humanitaire. Mais maintenant, le groupe s'attaque déjà aux structures chrétiennes. Boko Haram, je voulais tout simplement dire que Boko Haram, le nom officiel, c'est comme je disais là-haut, Jamaatu Khalis Sunna Lidawati wa Jihad. En fait, ça veut dire l'union des sunnites pour l'appel islamiste et pour le djihad. En fait, ça c'est le nom officiel Boko Haram. Et Boko Haram même, c'est un nom que la population leur a donné, puisque c'est une population musulmane. Boko, c'est généralement on appelle Boko tout ce qui tire à la trahison, tout ce qui tire à la trahison surtout. Donc c'est ça Boko. Et aujourd'hui, d'autres disent que ça signifie livre. En fait, ça signifie, et Haram, c'est dans la culture musulmane, Haram c'est tout ce qui est mauvais, tout ce qui est péché. Alors Boko Haram signifie, le système éducatif occidental, c'est un péché. Mohamed Youssouf, comme je l'ai présenté tout à l'heure, en fait, lui, il est considéré par beaucoup comme quelqu'un de cultivé, parce que dans sa parole, il dit des choses, il attire les foules autour de lui, en fait. Il était contre l'institutionnalisation, par exemple, du calendrier grégorien. Le calendrier grégorien, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui. Les Grégoire 8, c'était un pape qui est venu trouver que le calendrier julien, celui qu'on utilisait pendant l'époque romaine, était un calendrier qui n'était pas encore adapté au système solaire, en fait, puisque le calendrier suit le mouvement des planètes et du soleil. Et il a donc multiplié ce calendrier grégorien qu'on utilise aujourd'hui. Mais Mohamed Youssouf était contre ça c'est l'une de ses revendications. Et il était aussi contre la dépravation des mœurs, puisqu'il pense que le système occidental est un peu laxiste en ce qui concerne les mœurs. Et aussi le mixage des sexes et tout ce qui concerne en fait l'école occidentale, il était contre, mais en fait, et c'est pourquoi il a créé son groupe. Donc maintenant je dis Boko Haram. Aboubakar Shekau, c'est celui qui le remplace lorsqu'il trouve la mort lors d'une tentative de fuite. Il voulait fuir la prison en 2009 après une bataille qu'il y a eu entre son groupe et la police d'État nigériane. Là, il y a eu plusieurs morts pendant cette bataille. Lui, il a été arrêté et il fuit tout simplement la prison et en fuyant, il prend une balle. Lorsqu'il prend une balle, c'est Aboubakar Shekau qui prend les rênes. Et lui, il réunit encore les fidèles autour de lui parce qu'il s'occupait de la branche traditionnelle du groupe. Et c'était aussi lui, en fait, qui avait une tendance un peu plus violente. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui était un peu de soi-même et qui voulait à tout prix imposer son idéologie. Alors il met à ses côtés des talibés. Les talibés, c'était ceux qui étaient d'abord dans les petits groupes de protestation qu'il y avait dans la communauté Borno pendant cette période-là. Ils le suivent donc et ces adhérents varient donc entre 7 000 et 10 000. Vous allez lire d'autres travaux où c'est encore plus de personnes. Mais ça, c'est, comme dit, en moyenne, ce sont des personnes issues de corps coraniques, comme j'ai dit, et généralement issues de familles pauvres. Mais il faut rappeler que parmi, il y a aussi des personnes civilisées qui sont contre le système éducatif occidental. Alors,
Bon, pour les objectifs et les enjeux de Boko Haram, c'est un peu compliqué. C'est très flou. Boko Haram, Boko Haram n'est pas comme une formule mathématique. Ils ne sont pas faciles à définir. On ne sait pas vraiment ce qu'ils sont, on ne sait pas vraiment ce qu'ils veulent, mais on peut s'appuyer sur certains éléments, sur ce qui s'est passé pour essayer de tirer des conclusions. Parce que Boko Haram, autrefois, connaissait une action localisée. Il n'était pas dispersé partout dans la région. On les retrouvait là, au nord-est du Nigeria, dans l'état de Borno, dans la ville de Maiduguri, c'est là où il a été fondé officiellement en 2020. Et voilà, leur action était localisée, elle était visible, elle était facile à déterminer, on savait ce qu'ils voulaient. C'était une petite secte, comme ça a été décrit tout à l'heure. Ils enseignaient d'abord une école et ensuite leur action a commencé à se tourner vers le gouvernement. Donc, ça donnait ceci. Conformément à la définition à leur credo, Boko Haram, certains disent Boko, ça vient de l'anglais book, le livre, et Haram, comme ça a été décrit, ça rapporte à toutes les choses qui sont mauvaises, du moins selon la loi islamique, et qui sont déconsidérées par les partisans de cette doctrine-là. Donc ils ont essayé de vivre conformément à leur modèle contre l'Occident et pour l'islamisation, ça veut dire contre les autres religions. Et on voyait ça aussi dans leur action. Ils s'attaquaient aux églises, en fait on voyait ça de deux manières. De un, ils s'attaquaient aux autres religions, une sorte d'épuration religieuse, des exactions contre les chrétiens. De l'autre côté, ils s'attaquaient vraiment encore aux structures occidentales. On a le 26 août 2011 à Abuja, la capitale du Nigeria, où ils commettent un attentat contre un immeuble des Nations Unies à quelques mètres, à quelques centaines de mètres de l'ambassade américaine. À ce moment-là, on pouvait facilement tirer la conclusion que oui, Boko Haram, c'est un groupe qui est non seulement contre la religion et contre les intérêts occidentaux. Bon, et il se finançait par plusieurs actions dehors la loi. Ils attaquaient des postes de police pour acquérir des armes. Ils vandalisaient des banques. Vous savez qu'on vandalisait une banque pour ramasser tout. Et c'est un peu comme ça qu'ils procédaient. On a par exemple une attaque de Kankara, c'est dans l'état de Katsina au Nigeria, le 21 juin 2011, où ils attaquent un poste de police, et après, ils vandalisent la banque et ils sont avec les armes et l'argent qu'ils ont récolté. Donc là, c'était encore facile de savoir ce qu'ils veulent et dans quelle direction ils se meuvent. Le problème, c'est qu'à partir de 2012, c'est devenu un mouvement diffus, un peu comme un nuage, un mouvement dispersé. C'est pour ça qu'on utilise le nom nébuleuse. La nébuleuse Boko Haram, la nébuleuse, c'est un nuage qui va dans tous les sens. On ne sait pas vraiment la direction qu'il a. L'intention de prendre donc. Et c'est à partir de ce moment, à partir de 2012, 2013, qu'ils sont sortis des frontières du Nigeria et qu'ils ont commencé à commettre des incursions dans les territoires voisins, le Cameroun, le Mali. Les premiers enlèvements au Cameroun, autant qu'on s'en souvient bien, commencent au début de l'année 2013. Et ensuite, ils s'attaquent au Mali, au Niger, et bon, plus récemment au Tchad. Je n'ai pas mis l'exemple du Tchad parce que c'est l'exemple le plus récent. On verra ça plus tard. Et ils montrent encore à quel point ils ont des visées internationales à la mi-2014, c'était le 13 juillet 2014, dans une vidéo où Aboubakar Shekau dit qu'il encourage Abou Bakr el-Baghdadi, le chef de l'État islamique. Et le 7 mars 2015, il confirme que oui, Boko Haram veut faire partie de l'État islamique. Il prête allégeance à l'État islamique. Et à partir de ce moment, on commence, du moins pas nous, mais de l'autre côté, du moins dans ces pays où nous nous trouvons, on commence à les appeler État islamique en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est donc à partir de la deuxième décennie du XXIe siècle, à partir des années 2011-2012, que Boko Haram change d'action et commence à avoir des intentions internationales. Aboubakar Shekau déclare dans une vidéo que son objectif c'est de reconquérir les territoires du califat de Sokoto. Le califat de Sokoto, c'était un royaume, un empire qui avait pour capitale Sokoto. En fait, voici Sokoto, c'est une ville du Nigeria au nord-est, dans l'état de Sokoto. Mais autrefois, à partir de 1804, date de sa création, Sokoto englobait toute cette région-là. Vous voyez, elle englobait et le Nigeria et le Cameroun. Aboubakar Shekau déclare dans cette vidéo-là, le 13 juillet 2011, que son ambition,
c'est de reconquérir ces territoires-là. Donc, on comprend pourquoi à partir de ce moment-là, du moins, on comprend encore pourquoi à partir de ce moment-là, il a des prétentions au-delà des frontières, il ne s'attaque plus qu'au Nigeria. Donc voilà, il essaye, c'est un empire qui a existé de 1804 à 1913, il a été créé, on a vu, on en a un peu parlé à l'école primaire au Cameroun et aussi au collège, pour certains d'entre nous dans les cours d'histoire, Ousmane Dan Fodio, il est né en 1754, il a fondé l'empire de Sokoto à partir de 1804 et c'est un empire qui a subsisté plus de 100 ans, un empire assez puissant et beaucoup d'islamistes dans cette région du Nigeria se tournent vers Ousmane Dan Fodio pour essayer de poursuivre son idéologie. C'est l'impression là que Boko Haram a donc commencé à donner à partir de 2011, 2012, 2013 quand ils ont commencé à mener des actions diffuses contraires à ce qu'ils faisaient au début. Donc voilà, et on va donc essayer de résumer que l'objectif officiel avoué de Boko Haram, c'est celui-là, reconquérir, instaurer la charia. Au sein de la charia, la charada, selon les musulmans, je ne suis pas un expert, c'est la loi islamique vécue dans son interprétation la plus primaire par les musulmans. C'est un peu ce que Al-Qaïda, ce que veut l'État islamique, une région où c'est la loi du prophète qui est respectée et qui a valeur de loi dans son assertion la plus élémentaire. Donc, et on voit ça lorsque le 14 avril 2014, dans la localité de Chibok, ils enlèvent 276 étudiants. 57 ont réussi à prendre la fuite, mais les 200 restantes sont retenues prisonnières. Aboubakar Shekau dit dans une vidéo que les femmes doivent abandonner l'école et se marier. Parce que dans la conception de la charia, cette loi islamique du moins, selon la vision d'Aboubakar Shekau, ça se passe comme ça. Les filles n'ont pas droit à l'éducation, les filles ont encore le rôle primaire que la société féodale veut leur donner, donc il faut rester à la maison, il faut se marier, c'est à ce moment-là qu'on voit encore, et c'est pour ça que j'essaie de résumer ça comme ça, donc l'objectif avoué officiel, parce que il se murmure qu'il y a d'autres objectifs, mais s'il faut se limiter pour éviter d'abord la polémique avant de poursuivre l'analyse, on dira que l'objectif primaire de Boko Haram, c'est celui-là, instaurer la charia dans une vaste région autour du bassin du lac Tchad qui représentait autrefois le califat de Sokoto. C'est donc pour ça que les principales violences au départ se trouvaient dans cette région-là. On va voir comment ça a changé en fonction de ça. C'est la photo des jeunes filles de Chibok que j'ai voulu agrandir pour qu'on les voit bien. Le point qui va suivre va nous permettre de voir dans quelle mesure ils se sont agrandis. Ce qui a été décrit de façon sommaire tout à l'heure va être détaillé. Comment ils se sont agrandis, comment ils ont quitté le Nigeria pour s'établir au-delà des frontières de leur pays. Boko Haram, je vous ai parlé des batailles qu'il y a eu pendant la période de Mohamed Youssouf, quand Youssouf était encore le chef spirituel de Boko Haram. Pendant cette période-là, c'est-à-dire en 2004, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu la première bataille qui a repoussé d'abord Mohamed Youssouf vers Maïdougouri, où il a instauré son groupe, son fief. Il y a eu d'abord certains membres de Boko Haram qui ont fui vers les frontières. Ils sont donc arrivés au niveau des monts Mandara au Cameroun, ils sont arrivés vers la frontière du Tchad, la frontière du Niger, mais là c'était juste des réfugiés. Donc le rôle qu'ils jouaient au niveau des frontières en ce qui concerne leur travail même dans le groupe Boko Haram, c'était de contacter les groupes islamiques djihadistes qui sévissaient au niveau du Sahel. C'est là qu'ils ont contacté le groupe AQMIN au niveau du Sahel. Ils ont aussi contacté les schémas somaliens. En fait, ils essayaient de répandre ainsi, d'avoir, comme on dit, le soutien qui venait d'ailleurs, parce que pendant cette période-là, l'islam, comme j'ai dit, était plus une religion, mais c'est devenu comme un système politique qui voulait. Et maintenant, en 2009, lorsqu'il y a aussi eu la bataille au niveau toujours de Maïdougouri, ils se sont encore répandus au niveau des frontières du Tchad, Cameroun et Niger. Et Shekau contrôlait leur activité à partir de
de la part des groupes parallèles islamiques qui étendent leur action au nord du Nigeria et ils commencent à avoir un peu plus d'ampleur. Et la FOMAC, c'est à partir de ce moment-là aussi que les pays touchés par Boko Haram ou même les pays frontaliers ont commencé un peu à s'intéresser au problème. C'est là que la force multinationale de l'Afrique centrale a un nouveau mandat et elle est mandatée en tant que force antiterroriste. Donc c'est plus qu'une force. Là vous pouvez voir dans tout le nord du Nigeria où Boko Haram a réussi en fait. Et là où vous voyez les feux, c'est là où ils avaient déjà en quelque sorte implanté leur siège. Et là où vous voyez le Niger, le Bénin intervient plus tard lorsqu'ils vont signer l'accord qu'on connaît récemment. Il y a eu 1700 hommes qui vont combattre Boko Haram au sein de la FOMAC. Au Cameroun, il faut utiliser la corrélation entre le Cameroun et Boko Haram en 3 étapes. Premièrement, le Cameroun, c'est d'abord une zone de transit. Ça veut dire que les réfugiés Boko Haram qui étaient repoussés par l'armée nigérienne arrivaient au Cameroun. Ils n'arrivaient pas au Cameroun comme force terroriste, mais comme réfugiés, mais ils continuaient leurs activités au Cameroun. Pourquoi? Parce que à partir de là, ils pouvaient facilement contacter les groupes parallèles. Là, le Cameroun était une zone de transit, mais en février 2013, donc il faut d'abord aussi rappeler que parmi ces groupes Boko Haram, il y a eu à Maroua un tribunal qui a jugé 22 membres de Boko Haram. Et ces 22 membres de Boko Haram ont été jugés, on leur a donné une peine de prison et ça a énervé dans les membres du groupe Boko Haram. C'est ce qui a fait en sorte que leur activité dans les zones frontalières du pays ont commencé à être plus violentes. C'était déjà une zone d'opération et non plus une zone de transit comme on la connaissait avant. C'est là qu'à Dabanga, ils commettent leur première attaque où la famille Moulin-Fournier est kidnappée. Ils sont kidnappés le 21 février 2013 et ils sont relâchés le 18 avril prochain. Ils commettent encore un autre où ils kidnappent le prêtre italien et quelques religieux qui étaient avec lui. Ils le kidnappent la nuit du 4 au 5 avril 2013 et il les libère le 31 décembre 2013. Muhammadu Buhari est allé à Washington, le nouveau président américain. Il est allé voir Obama pour le même problème et Obama lui a dit non, je ne te livre pas les armes. Donc, la justification que le président américain a trouvée, c'est une loi que les États-Unis ont votée en 1993. C'est la loi Leahy en vertu de laquelle, s'il est démontré qu'un pays est coupable de violation des droits de l'homme, ce pays-là n'aura pas le matériel qu'il souhaite. J'ai le passage ici, malheureusement, il est coupé pour une raison que j'ignore. Ils disent « No assistance shall be furnished to any unit of the security forces of a foreign country if the Secretary of State has credible information that such a unit has committed a gross violation of human rights. » Autrement dit, aucune assistance militaire ne sera fournie à un pays étranger si le secrétaire d'État, qui est chargé des relations extérieures avec ces pays-là, a des informations crédibles selon lesquelles le Nigeria est coupable de violation des droits de l'homme. Et selon les États-Unis, parce qu'il y a des rapports qui sont sortis, qui disent que les États-Unis sentent que le Nigeria est coupable de torture, d'exécution sommaire, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, l'Amérique trouve donc logique de laisser mourir des gens, de laisser kidnapper des femmes, en vertu du fait que le Nigeria ne respecte pas les droits de l'homme en ne lui vend pas du matériel qui lui permettrait de se défendre. Et c'est ce qui, entre autres, a conduit à l'enlèvement des 276 filles dont nous parlons ici. Donc, de cette manière, déjà là, l'Occident est impliqué parce qu'il refuse d'aider quelqu'un qui se trouve en danger. Pour une raison que j'ignore, la présentation est assez sombre, mais cette photo montre un deuxième exemple, le cas de la France. La France a vendu, c'était le 5 mai 2015,
c'était il y a quelques mois, que le président Hollande s'est rendu au Qatar. Il a rencontré l'émir du Qatar et ils ont signé un contrat de vente de 24 Rafale. Les Rafale, c'est les avions de guerre français, pour une valeur de 6,3 milliards d'euros. On a le droit de se poser la question, voilà une autre photo, on les voit en bon terme, en ami. On peut donc se poser la question, pourquoi le Qatar, qui est accusé des mêmes violations des droits de l'homme, parce que dans l'organisation de la Coupe du Monde de 2022, les conditions dans lesquelles ils font travailler les gens, l'Inde s'est plaint d'avoir perdu 500 personnes dans les travaux inhumains que fait subir le Qatar à ses ressortissants. Pourquoi on ne dit pas au Qatar, nous ne te vendons pas les armes? Pourquoi au Nigeria, lorsqu'il y a des vies humaines en danger, on dit, nous ne te vendons pas les armes et peu importe les conséquences. C'est donc ça que nous, pour revenir en arrière, c'est donc ça qui nous... J'ai un peu sauté, c'est donc ça qui nous... donne l'impression d'une justice mondiale à deux vitesses où, lorsqu'il s'agit d'intérêts économiques ou lorsque ça les arrange, ils n'ont aucun scrupule à pactiser avec ceux-là même qui sont accusés de violation de droits de l'homme. Mais lorsqu'il s'agit vraiment de dangers et de vies humaines, on ne voit pas la même réaction de leur part. La question qu'on se demande, c'est si le Nigeria avait accepté qu'il y ait une base militaire américaine sur le sol nigérian, est-ce que les États-Unis auraient continué de refuser de les soutenir dans la guerre contre Boko Haram? On a l'impression qu'à partir du moment où les grandes puissances voient que leurs intérêts, ils n'ont rien à gagner dans quelque chose, au contraire, un conflit, étant donné que l'Amérique est le premier exportateur d'armes, les conflits, c'est une clientèle infinie. Donc, il vaut mieux que le conflit perdure. De toute façon, ça fait fonctionner l'économie américaine. Donc, déjà, sous cet angle-là, on va donc dire, même si l'Occident n'est pas impliqué directement, il est impliqué de manière implicite ou indirecte, c'est-à-dire en ne faisant rien, alors qu'il faut faire quelque chose. Et ça va de pair avec l'argument que j'ai mentionné en premier lieu, le rôle des ONG. Les ONG, ce sont les organisations non gouvernementales, comme l'association de Bremen qui a été créée. On peut, par extension, en créer une ONG. Et les ONG, en général, passent le temps, je vais formuler ça comme ça, passent le temps à rédiger des rapports accablants contre nos pays qui font qu'à la fin, lorsqu'il s'agit de nous soutenir dans un mal quelconque, on se retrouve piégé par ces rapports-là où les pays qui doivent nous aider, ou alors qui voulaient nous aider au départ, disent nous ne le faisons pas. Le problème, c'est que ces ONG, parfois, ne sont pas autonomes. Les ONG les plus influentes ne sont pas autonomes. Elles sont entre les mains de ceux-là même à qui nous demandons de l'aide et qui poursuivent malheureusement leurs propres intérêts. Donc, voilà pour revenir aux arguments suivants. Ça va dans le même sens. Les rapports parlementaux. C'était en mai 2015 de cette année où la France a sorti un rapport contre l'État du Cameroun où on critiquait le président Biya de sa gestion du pays, où on accablait la situation du Cameroun et tous les problèmes qu'elle connaît. On peut encore se poser la question, pourquoi la France ne s'occupe pas d'abord de résoudre ses propres problèmes? Pourquoi un pays a toujours la solution pour résoudre les problèmes d'un autre pays, alors qu'en son sein, il est incapable, on a un chômage de 20 à 25%, qu'on est incapable d'endiguer, mais on sait quelle est la solution pour un pays qui se trouve à 6000 km de distance, en l'occurrence le Cameroun. Donc, ce rapport-là, accablé, ce rapport-là nous imposait des visions démocratiques, des visions de justice d'État selon leur modèle, qui n'est pas forcément le nôtre, mais on ne va pas approfondir là-dessus. On va appuyer avec le dernier argument, parce qu'on a l'impression qu'en agissant comme ça, l'Occident finit par devenir comme Boko Haram, c'est-à-dire une nébuleuse. On a dit au début que la nébuleuse, c'est un nuage diffus. On ne sait pas vraiment quelle direction il a. Et c'est un peu comme ça que fonctionne l'Occident, parce que de manière indirecte, il s'insère dans nos politiques intérieures, alors que chaque État a droit à sa souveraineté absolue. Et on a l'exemple entre Afrique Média et le CNC, le Conseil national de la communication, où Afrique Média, à partir du mois de juin, début juin, a été menacée pour la première fois de fermeture. On se demandait de quoi ça émane. Et on a vu, quelques jours plus tard, cette vidéo-là, elle était parodiée sur Internet avec un dialogue. Elle montre le président du CNC, Peter Essoka, le Camerounais, avec l'ambassadrice de France, Christine Robichon, dans des locaux, dans une rencontre insolite, dans une rencontre aux allures privées, parce qu'elle n'était pas au vu et au su
de la nation camerounaise. Donc, et c'est quelques jours après ce rendez-vous-là que la première lettre de menace contre Afrique Média, que les premières scellés sont apposées à Afrique Média, où on a l'impression que la France, à partir du moment où elle voit qu'on les accuse d'être derrière Boko Haram, se met à... Ça ne veut pas dire que c'est juste, mais la solution, si la France veut se défendre et prouver qu'elle n'est pas derrière Boko Haram, la solution consiste à inviter au débat et à échanger et à prouver son innocence. Parce qu'à partir du moment où tu demandes à quelqu'un de se taire sur son propre terrain, tu ne respectes pas les lois. Et à partir du moment où des rencontres insolites comme celle-là se passent, et qu'après des décisions sont prises comme celle de permettre de mettre un terme à la liberté d'expression sous motif de déontologie, on se rend compte que d'une manière ou d'une autre, il y a droit de se poser des questions. Donc ça c'était pour l'implication indirecte. On va voir dans quelle mesure, au-delà de ces implications-là, on peut aussi dire que de manière directe, l'Occident a quelque chose à voir avec Boko Haram. Là, on va parler de l'implication indirecte. Et avant de évoquer les médias, et ça, ce sont les grands chiffres, en fait, que certains médias français publiaient lors de la période de choc qu'il y avait encore entre Boko Haram et les armées camerounaises et même voisines. Là, on a le 1er septembre où le monde.fr publiait que dans le Cameroun, le calvaire des réfugiés de Boko Haram. Nous ne sommes pas contre certains grands chiffres, mais certains grands titres, mais on se rend seulement compte qu'ils s'intéressent plus aux défaites, à la peur, à la frayeur que Boko Haram crée peut-être au pays qu'aux victoires de Boko Haram, aux victoires de l'armée camerounaise ou alors aux efforts des armées vis-à-vis de la nébuleuse que Boko Haram. Aussi, voilà d'autres grands titres comme à Douala, les habitants vivent dans la peur. Au nord du Cameroun, l'insécurité alimentaire s'ajoute à la peur de Boko Haram. En fait, ce sont des titres qui jalonnent les médias occidentaux, surtout ceux qui publient des articles online. Et ça intoxique en quelque sorte de la population qui se veut rassurer, mais lorsqu'elle trouve que c'est un média camerounais, par exemple, qui publie que Boko Haram a reçu, peut-être, a perdu au nord du pays contre l'armée camerounaise, ils voient encore des titres pareils, ça ne booste pas la population. Et je ne pense pas que c'est d'une aide pour la lutte contre le terrorisme lorsque on enfume. Je pense que c'est une sorte d'enfumage de la population. On est en train de mettre dans leur tête qu'ils sont devant le danger et que leur nation même ne leur donne pas les moyens nécessaires ou bien les conditions, ne les mettent pas dans les conditions nécessaires pour sortir de ce problème-là. Bon, là, c'était le point des médias, puisque j'ai parlé déjà des exemples que vous avez vus dans le mal qui est venu. En décembre 2014, ce sont des points d'investiture maintenant qui regardent à la fois les fuites d'informations qui peuvent être aussi considérées comme rumeurs. Ça dépend de l'analyste qui reçoit ces informations, mais on ne doit pas les prendre à la légère, puisque ça concerne le problème Boko Haram, et puisqu'il faut trouver qui est le véritable coupable. Alors, en décembre 2014, il y a une présence illégale de 2 conteneurs d'armes. Ce sont les conteneurs qui portent des immatriculations françaises, et on se rend compte et on connaît que le port de Douala est géré de manière plus grande ou bien plus autonome par l'entreprise de Bolloré qui est l'entreprise française. Ça veut dire que s'il y a entrée clandestine des conteneurs français, ça veut dire qu'il y a une main derrière. Il ne peut pas, ces conteneurs ne peuvent pas venir et passer le port sans qu'une main soit derrière. Ça peut être aussi, ils peuvent passer à travers les commissions, comme on le sait, mais ils viennent d'abord de quelque part avant d'arriver là et de corrompre qui que ce soit au niveau de notre port.
selon les rapports français, et 9 d'entre eux qui ont été arrêtés, 9 d'entre les membres de Boko Haram qui sont arrêtés sont détectés françaises. Et le problème, c'est que c'est une situation qui a été cachée, voilée et même rendue floue pendant cette période où l'information était encore fraîche. Et beaucoup de personnes ont refusé de parler de ça. Jusqu'aujourd'hui, on a peur d'en parler. Afrimédia a essayé d'en parler et on leur a prouvé le bec lorsqu'on a fermé la chaîne. Moi, je veux qu'on continue d'en parler parce que c'est important, parce que ça nous concerne. Et si même les médias nigérians parlent de ça, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Ça veut dire qu'il faut étudier ce problème. Il faut, comme mon frère l'a dit, mettre la France devant les faits et qu'il nous explique ces informations-là. Il n'y a jamais de fumée sans feu, en tout cas. Et lorsque le média nigérian parle du problème, il évoque le fait que Laurent Fabius, le ministre des Affaires extérieures de la France, a exigé que le Cameroun leur renvoie ces 9 soldats français qui ont été capturés. Et après cette période-là, on en a pu parler, c'est dans le flou et c'est dommage. Ensuite, il y a un mystérieux avion cargo entenant français, mais qui venait plutôt de la Russie, qui est arrivé aussi au Cameroun. On a également fermé cette information-là, mais les bouches ouvertes et même les têtes chercheuses se sont rendues compte qu'en décembre, avant l'arrivée de cet avion, Hollande a fait un tour en Russie. Et cet avion avait les armes, les munitions qui, normalement, selon les chercheurs ou alors selon les têtes chercheuses, allaient vers Boko Haram. Mais il y a eu aussi plusieurs autres informations qui sont venues là-dessus où la France disait que les armes même qui passent vers nos ports, qui passent vers le Cameroun, c'était pour aller en Centrafrique. Mais là encore, il n'y a pas preuve de cette allégation. Bon, maintenant, je vais évoquer le côté Afrique, les forces endogènes. Qu'est-ce qu'ils ont fait eux-mêmes pour éradiquer la secte de Boko Haram? Le premier reproche d'abord qui a été fait, c'est qu'il y a eu une très lente, il y a eu une très grosse détente de la part des acteurs endogènes pour agir contre la secte de Boko Haram. Ça veut dire qu'ils n'ont pas agi lorsque la secte n'avait pas encore une influence grande. Ils ont agi lorsqu'il y avait beaucoup de morts, beaucoup de victimes. Et le problème, c'est ce qu'on a reproché à nos forces. Mais il faut dire que mieux vaut tard que jamais. Et là, c'est un exemple des troupes tchadiennes qui sont au Nigeria et qui combattent Boko Haram dans cette contrée-là. Quelques solutions à la menace. Je voulais lancer une vidéo qui va durer 1 minute 50 secondes, mais je ne sais pas si on peut lancer cette vidéo-là parce que à partir de 2015, le Tchad s'implique vraiment dans la lutte contre Boko Haram et cette vidéo parle en fait de mesures prises par le Tchad pour lutter contre Boko Haram. Donc, si vous le permettez, on lance la vidéo, c'est juste 1 minute 50 secondes. Là, ok, en tout cas, c'est pas grave. Vous pouvez prendre le lien après pour avoir plus d'informations qui concernent la main du Tchad dans la lutte contre Boko Haram. Le 7 février 2015, il y a un accord signé entre le Tchad, le Nigeria, le Cameroun et le Bénin pour la formation d'une force multinationale de l'Afrique centrale pour lutter contre Boko Haram. Cette force multinationale doit être constituée de 8700 personnes, 8700 soldats qui seront déployés pour la lutte contre Boko Haram. Le 31 mars, les extrémistes sont chassés dans la zone Malam Fatori. C'était une zone d'influence de Boko Haram et c'est une très grosse
à partir de là, même que la SEC commence à perdre en territoire dans cette partie-là de l'Afrique. Il y a aussi les mesures d'imposition de la paix, comme l'état d'urgence, par exemple au Cameroun, au Nigeria en 2013, et toutes les fouilles obligatoires qui sont faites et qui permettent aujourd'hui d'éviter les attentats suicides comme ce qu'on a eu à Maroua. Pour une espèce de solution, avant de finir, j'aimerais d'abord commencer par évoquer l'exemple que mon confrère a pris lorsqu'il parlait de la rencontre qu'il y a eu entre le président du CNC et de Madame Robichon. On se rend compte que malgré que les Africains, malgré que nous constatons qu'il y a certaines injustices contre nous, nous continuons à nous inscrire. Je veux dire, on m'a mis de la perspective qu'on souffre aux gens, malgré qu'on remarque qu'ils ont une implication négative dans notre avenir. C'est ainsi que Madame Robichon, je ne sais pas si c'est demoiselle ou madame, elle a été introduite Marfou dans une des régions de l'ouest du Cameroun. En fait, c'est une information qui m'est venue et c'est dommage parce que pour accorder des honneurs aux personnes, elle n'est même pas de l'ouest, et aussi elle fait partie de ceux-là dont on a peur de l'implication dans la lutte contre Boko Haram. Et ça, c'est un truc qu'il faut changer. Il faut que la population africaine et même camerounaise commence à agir selon ses propres intérêts, mais pas toujours à agir pour faire plaisir à l'autre. La transparence, parce que les informations qui sont venues lors de la lutte contre Boko Haram étaient trop floues. On a parlé des informations que l'on a eues, des cargos et de tous les soldats occidentaux qu'on a vus dans le Boko Haram. Il faut qu'il y ait transparence dans l'information pour que l'ennemi soit plus facilement détecté et aussi pour qu'on puisse facilement lutter contre lui. Il faut qu'on poursuive les mesures d'imposition de la paix tant qu'on n'est pas sûr que Boko Haram ne va plus intervenir. Il faut qu'on continue ces mesures. On a remarqué un laxisme du côté nord Cameroun où il y a encore quelques insurgés Boko Haram qui commettent des exactions là-bas. Et c'est vrai qu'ils ne capturent que 2 ou 3 personnes et on n'en parle plus trop, mais c'est important parce que là, ils peuvent prendre le recul et encore agir plus fort. Il faut sensibiliser la population. C'est vrai que parfois la population ne se sent pas concernée par les problèmes de l'État. Il faut donc les sensibiliser, il faut qu'ils participent à la politique. Il faut qu'un jour, lorsque au Cameroun, il y a un problème politique, que les Camerounais se lèvent comme les Burkinabés se sont levés. Il faut que les Camerounais commencent à s'intéresser à la politique et participent vraiment pour que parfois, à côté de l'armée, il y ait aussi les citoyens pour combattre les groupes comme Boko Haram. Il faut aussi inscrire la totalité de la population dans les registres gouvernementaux. On remarque que surtout la population du Nord, les chiffres des naissances, du taux d'analphabétisme, du taux même de scolarisés sont encore flous. Alors il faut que le gouvernement soit plus informé de l'état de la population dans toutes les régions du territoire et que toutes les régions du territoire se sentent aussi concernées par le gouvernement central. Il faut aussi encourager les forces citoyennes et surtout élargir les projets de développement à plus grande échelle. Il ne faut pas qu'on se concentre sur le centre. Il faut que les plus grandes ambitions qu'on m'a expliquées touchent également le nord du pays, les zones marginalisées, afin que ces populations-là aussi ils puissent goûter au gâteau de développement que le pays veut bien faire partager à la communauté internationale. Il faut que ça touche tous les secteurs du pays afin que les enfants pauvres, les enfants de familles pauvres qu'on a vu rejoindre les rangs de Boko Haram puissent trouver le travail à l'intérieur de leur pays et servir leur nation au lieu de servir l'ennemi. Je vous remercie. En fait, nous n'avons pas encore tout à fait clôturé. Pour ce qui est des solutions, c'est comme dans les commandements, quand votre père vous demande de faire quelque chose, il laisse des consignes,
Il vous dit des choses, ce qu'il faut faire, mais il vous dit aussi ce qu'il ne faut pas faire. Alors parmi les solutions, on vient d'élaborer ce qu'il faut faire. J'ai trouvé un peu dommage qu'il y ait eu une petite acoustique sonore parce que c'est vraiment très important. En Europe, nous nous sentons très loin de la situation, mais croyez-moi, à partir du moment où ça touche un membre de nos familles, on se rend compte de la réalité de la menace. Donc, de mon point de vue, déjà, ces instructions sont très importantes. L'effort citoyen, c'est toi, moi, lui, elle, eux qui font le Cameroun. Il n'y a pas un Cameroun quelque part, c'est nous qui faisons le Cameroun, c'est nous l'Afrique. Si on dit qu'il y a 20 millions de Camerounais, c'est parce qu'on compte à partir de 1, 2, 3, jusqu'à 20 millions. Et c'est comme ça veut dire chacun de nous est un bout de Cameroun, chacun de nous est un bout d'Afrique et chacun de nous doit se sentir concerné de la même manière sur les problèmes de l'Afrique, où qu'il soit, qui qu'il soit et quels que soient ses intérêts. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, selon moi, déjà, les États africains pêchent énormément dans le fait qu'ils utilisent l'Occident comme unité de mesure. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que quelque chose vienne d'ailleurs pour qu'on fasse quelque chose. On a par exemple dans nos hôpitaux, on dit c'est parce que tel scanner est venu de l'Europe, sinon nous-mêmes on n'en avait pas. On a au Congo les barrages d'Inga qui ont été érigés par les Belges. Et depuis que les Belges sont partis, les Congolais n'ont pas essayé de s'étendre alors qu'ils ont le fleuve Congo, l'un des fleuves les plus puissants, les plus longs du monde. Donc c'est pareil, nous ne devons plus être attentistes avec l'Occident et ça concerne l'argument qui a été donné ici. La force multinationale mixte. Les pays du bassin du lac Tchad se sont mis d'accord pour créer une force de 8700 hommes qui vont se déployer autour de la forêt de Sambisa où Boko Haram se trouve caché en ce moment. Le problème c'est qu'on nous dit, dans des articles parus il y a 2-3 jours, on nous dit que la force attend le mandat de l'ONU pour se mobiliser. Le problème avec l'ONU, c'est que c'est une organisation, le Conseil de sécurité de l'ONU, sur les 195 pays reconnus par l'ONU au monde, le Conseil de sécurité de l'ONU n'en compte que 5. Les États-Unis, la Chine, la Suisse, la France, l'Angleterre, les États-Unis, la Chine, la Suisse, la France et l'Angleterre. Donc, il y a un problème, c'est qu'il y a 190 pays qui sont les aidants. Ces 5 pays-là peuvent décider du sort d'une nation ou d'une autre, parce que, sans avoir demandé l'avis de cette nation-là, c'est pour ça que la Libye a été bombardée et Kadhafi tué le 20 octobre 2011. Parce que on a une Afrique qui a 54 pays, 55 maintenant, mais on n'accepte pas qu'un seul d'entre nous soit en tant que voix, en tant que 6e voix au Conseil de sécurité de l'ONU. Alors pour moi, c'est une incongruité de voir que pour combattre une menace qui nous concerne, nous attendons l'approbation des gens qui vivent à 6000 km et qui ne sont pas directement concernés par nos malheurs. Donc l'Afrique doit déjà commencer par guérir son attentisme et par s'autonomiser. L'Europe n'est pas notre unité de mesure. Quand nous voulons faire quelque chose, si nous pensons que c'est pour notre bien, nous le faisons. Parce que eux, quand ils font quelque chose, ils ne nous demandent pas notre avis. La preuve, ils discutent du sort des migrants africains et moyen-orientaux sans demander aux Africains, aux moyen-orientaux de participer à leur débat. Donc déjà ça. La deuxième... voilà, je l'ai mentionné pour parler de la force multinationale. Et le sommet de Paris, c'était le 6 décembre 2013. C'est très intéressant parce que c'était le lendemain de la mort de Mandela, il est mort le 5 décembre. Donc on s'est retrouvés, Paul Biya et les présidents africains se sont retrouvés à Paris le 6 décembre 2013 pour un mini-sommet avec François Hollande pour discuter de la question de Boko Haram. Nous, c'est compréhensible, il y a des choses qui nous empêchent d'être au Cameroun actuellement et en Afrique. Nous sommes liés par les études et de toute façon nous sommes africains. Alors ce n'est pas un scandale si nous en discutons ici. Ça devient un scandale quand des Africains qui peuvent rester au Cameroun s'en vont discuter avec un Français des problèmes du Cameroun. Si François Hollande n'est pas capable d'augmenter le chômage dans son pays qui est la France, avec les éleveurs de porc qui vont manifester à Paris pour la situation économique, ce n'est pas les problèmes de l'Afrique centrale qu'il sera capable de résoudre. On dit balayez votre tour, laissez cette voise. Donc, il y a ça, et on ne doit pas sombrer, si on veut vaincre Boko Haram, on ne doit pas non plus sombrer dans le piège de l'extrémisme. Le Cameroun est un exemple formidable que 2 religions diamétralement opposées peuvent cohabiter ensemble sans le moindre problème. Donc, on ne doit pas tomber dans le piège dans lequel on essaie de nous mettre dans les exemples qui ont été pris avec les articles des journaux français. On a vu comment, dans la manière dont ils écrivent,
ils écrivent qu'il y a des rébellions, ils écrivent qu'il y a des guerres de religion. Ils montent implicitement les uns contre les autres. Nous ne connaissions pas ça. Nous avons toujours fêté la fête du mouton chez notre voisin musulman. Il est toujours venu fêter le 25 décembre chez nous. Les choses doivent rester ainsi. Nous ne devons pas sombrer dans le piège de l'extrémisme. Et c'est ça que j'ai appelé l'effet boomerang. Parce que le boomerang, quand vous le lancez, sous l'effet de l'air et de l'effet que vous lui avez donné, il revient vers vous. Donc, pendant qu'on essayait de nous diviser et créer des conflits de religion entre nous, ils ont plutôt créé l'effet inverse. Ils ont soudé le pays où, comme un seul homme, nous combattons avec nos États dans la sous-région et nous donnons des informations à nos États, nous combattons. Comme un seul homme, nous soutenons cet effort citoyen dont il a été question tout à l'heure contre Boko Haram. Donc, les choses doivent rester ainsi. Et on ne doit pas non plus sombrer dans la peur. La raison pour laquelle Boko Haram se met à commettre des attentats, à essayer de s'insérer, de faire des incursions dans le sud du Cameroun, dans le sud de nos pays, c'est parce qu'ils ont perdu, on le sait déjà, ils ont perdu le face-à-face. Alors il faut attaquer au moment où on ne s'attend pas, il faut attaquer par lâcheté en attachant des bombes sur le corps des petites filles pour qu'elles vaillent s'exploser au moment où on s'attend le moins et faire le maximum de victimes. Ces événements ne doivent pas nous faire peur, ces événements sont la preuve que l'ennemi est en train de vivre ces derniers jours parce que le combat, comme il le planifiait, n'a pas porté les fruits qu'il voulait. Ils sont en train d'être réduits, ils sont en train d'être anéantis et c'est justement les derniers sursauts, comme un poisson que vous ramassez de l'eau et qui continue de frétiller sur le sol. Donc, le fait de sombrer dans la peur, c'est exactement ce qu'ils souhaitent que nous fassions, alors ne le faisons pas. Restons courageux, c'est comme ça que nous allons revenir à la situation sécuritaire qui était la nôtre au début. Et le dernier élément avant de clore, qui est le plus important, qui est l'un des plus importants pour moi, nous devons arrêter, parce que l'Afrique souffre vraiment de ce mal, nous devons arrêter d'utiliser l'Occident, l'Européen, l'Américain comme le baromètre. Lorsque au Cameroun, l'œil du Sahel, le journal qui est dans la région de Boko Haram, donne une information, les Africains ont du mal à croire à ce que l'œil du Sahel a écrit. Ils vont croire à ce que France 24 a écrit, alors que France 24 se trouve à plus de 5500 km. Celui qui est à une telle distance ne peut pas avoir plus d'informations que celui qui est sur le terrain. Le problème avec nous, les Africains, comme nous souffrons d'un complexe d'infériorité, c'est que tant que RFI, tant que France 24, tant que TV5 n'a pas dit une information, nous n'y croyons pas. Mais si c'est un Africain qui la donne, et nous devons déjà éliminer cette attitude-là. Donc, si on fait, je suis convaincu que si on prend acte de toutes les solutions qui ont été élaborées et de vos propositions que vous allez faire, parce que nous sommes ouverts aux questions, dans l'éventualité où il y en aurait, je suis convaincu que si on s'en tient à ces lignes, nous pourrons vaincre Boko Haram, parce que de toute façon, nous sommes sur la voie. Donc, voilà, on va clore ici. Je vous remercie de nous avoir... Alors, s'il y a des questions, nous sommes ouverts aux questions. S'il y a des ajouts, parce que nous n'avons pas la solution du problème, c'est ensemble que nous essayons de trouver des remèdes. S'il y a même des critiques qui peuvent être énoncées, nous sommes ouverts à tout. Merci déjà pour la présentation. Je vais revenir sur l'amendement par les exercices de solution. Bon, tout d'abord, j'ai apprécié ces exercices de solution. On peut vraiment les comprendre, vous voyez. Et ce qui m'intéresse vraiment, c'est la transparence. Est-ce que vous voyez qu'on peut vraiment faire cette transparence? Et lorsque on veut combattre l'ennemi, la propagande demande à ce que les informations
peut nous aider, mais vraiment, transparence, je ne sais pas si on peut vraiment. Oui, en fait, le rôle des médias, toujours le rôle des médias. Vous savez, même lorsqu'il y a un conflit des médias, la première chose qu'on veut fermer, c'est la télé, c'est la radio. Le rôle des médias, alors s'il faut la transparence, il faudrait que ce soit publié dans les médias. Il faudrait que les médias nationaux publient les informations qu'il faut. Alors là, on va réussir à surmonter ou surpasser l'intoxication informationnelle qui est publiée dans les médias. Peut-être une bonne mission serait de faire des Facebook, Twitter, comme la Chine a fait. Bon, je ne proposerai pas cette solution radicale. Moi, je crois que le peuple africain est intelligent et il faut lui faire confiance. La solution est simple. Je pense que d'une certaine façon, tu as répondu toi-même à ta question. Il faut que nous fassions d'abord confiance à nous-mêmes. L'histoire a montré, et on dit qu'en histoire le fait est têtu. Quand l'histoire te montre quelque chose, il faut en tirer des leçons. L'histoire a montré que les seuls à vouloir le bien de l'Afrique, ce ne peut être que les Africains eux-mêmes, parce que les autres, avant de venir intervenir en Afrique, font une longue analyse de savoir qu'est-ce qu'eux ils vont tirer comme intérêt. Dans les articles des documents qu'il a mentionnés tout à l'heure, il y a le journal RFI, il y a les journaux français qui se moquent du président Idriss Déby parce qu'il avait dit nous allons éradiquer Boko Haram en 3 mois. Ils disent que voilà, il a honte, il avait dit dans 3 mois sont passés, la menace subsiste encore. Ce n'est pas sérieux du tout. Ce n'est pas sérieux de se moquer de quelqu'un qui a espéré qu'on allait venir à bout du massacre de son peuple, des vies humaines, dans un délai précis, et de se dire il a échoué maintenant, il a honte de se montrer face au public parce qu'il est comme ça. Aucun journal africain sincère ne se réjouirait de voir qu'on s'est trompé dans les pronostics. Donc, celui qui fait de Facebook, par exemple, sa source d'information première, devrait savoir que justement sur Internet, tout circule et devrait être d'autant plus vigilant. Il n'y a pas d'apatride parmi nous, ça veut dire chacun de nous a un pays. Et chacun de nous doit d'abord se focaliser sur les informations diffusées par les médias de son pays, sur la situation sécuritaire, parce qu'il n'y a que son pays qui veut le bien de son pays. Donc, dans ce sens-là, si on se tourne d'abord, si nous devenons notre baromètre, notre unité de mesure, nous allons faire un grand pas sur le chemin de cette transparence-là, selon mon humble avis. Ok, j'ai une petite question. Ça concerne une fois de plus le fait que tu disais qu'il faut qu'on fasse attention aux Occidentaux. Bon, moi, la question c'est, est-ce que ce n'est pas un peu trop rêvé, un peu être un peu prétentieux pour nous que de venir être chez eux, par exemple, et de faire une présentation comme celle-ci, où on est en train de les citer comme un problème, comme une origine à nos problèmes, et aussi des chaînes comme peut-être Afrique Média qui sont sur les satellites européens et qui trouvent que c'est là-bas qu'ils vont donner des solutions aux problèmes africains. Est-ce qu'on doit encore réfléchir un peu plus à la base et trouver nos propres moyens de pouvoir combattre entre guillemets cet ennemi qu'on peut citer sans devoir leur donner déjà la chicotte pour nous flotter nous-mêmes? Bon, les pays occidentaux, on est en Allemagne. L'Allemagne a dit qu'elle promeut la liberté d'expression. Elle doit donc souffrir du fait à supposer que c'était la France, que c'était l'Allemagne. Et il y en a parmi nous, il y a nos compatriotes qui sont en France, les Français qui ont le mot liberté d'expression dans la bouche plus qu'aucun autre peuple, doivent souffrir du fait qu'on use de notre liberté d'expression sur leur propre terrain pour dire ce que nous pensons. On n'a pas accusé la France, on a dit qu'il y a des éléments qui le prouvent, c'est comme ça, dans un procès, on dit il y a des éléments qui m'amènent à la conclusion que tu es le meurtrier. À toi maintenant de me prouver que les éléments dont je dispose reposent sur du vent. D'un autre côté, le problème, on a dit que le problème de l'esclavage et le problème de l'oppression des Noirs au cours des siècles vient du fait que le Noir a toujours été trop gentil. Il n'a pas eu le courage de faire chez les Blancs des choses qu'il fallait faire, pendant que lui, il a vu que les Européens, les Blancs, comme on les appelle, ont toujours fait chez nous ce que eux, ils voulaient faire. Lorsque les Européens parlent d'homosexualité, ils ne parlent pas de ça qu'en Europe. Ils viennent chez nous, en Afrique, et nous dire sur notre propre sol,
vous ne respectez pas les droits de l'homme, vous êtes un pays archaïque, il faut légaliser ce que nous, on a légalisé chez nous. Alors si on ne comprend pas qu'on est dans une guerre d'idéologie et qu'il est hors de question que chacun pose son avis par rapport à un autre, puisque nous sommes tous des humains, ça devrait être du 50-50. Le problème, c'est que nous avons face à nous des pays qui, à partir du moment où eux, ils ont pris une décision, il faut que les décisions soient prises par tous les pays du monde. Il est donc temps à un moment de dire non, nous aussi nous viendrons chez vous et vous dire ce que nous pensons pour que vous compreniez le mal que ça fait. Parce que ça ne nous fait pas plaisir à nous non plus de voir que des gens viennent sur notre terrain nous demander de mettre ce qu'ils ont mis chez eux sans se poser la question si ça répond à notre vision sociale. Donc, je ne pense pas qu'on ait besoin de rentrer en Afrique. Ma question est plus dans le sens où est-ce que cette liberté de parole que nous avons, est-ce que c'est ça la solution à notre problème? Est-ce que si j'ai un problème avec un individu et que je me retrouve chez lui en train de dire comment je fais pour le combattre et que lui, il connaît déjà en fait ce que je prépare contre lui, est-ce que pour nous, il ne faudrait pas comprendre comme peut-être les Chinois ont compris à un moment avec une méthode un peu de surmoi et puis de créer ses propres moyens à soi de pouvoir atteindre ses objectifs au lieu d'utiliser donc des moyens qui sont contrôlés par les autres pour vouloir sortir de leur griffe. C'est un peu ça mon problème parce que je trouve comme que, par exemple, le cas de l'Afrique des Gamma, je ne regardais pas cette chaîne, pas parce qu'ils ne disent rien d'intéressant, mais parce que je trouvais que ce n'est pas l'endroit indiqué pour le dire, parce qu'au moment où ça les intéresse, ils affairent, au moment où ça les intéresse, ils prennent ce qu'ils veulent, et puis ils savent ce que vous pouvez faire que anticiper sur vous. Donc moi je trouve peut-être qu'il faut à un moment réfléchir autrement. C'est ça en effet le drame de l'Afrique. L'Afrique souffre du manque d'infrastructures. Afrique Média, en fait, on en a parlé dans d'autres discussions, on disait il faut que l'Afrique soit capable de créer des formations, des écoles de formation où nous sommes capables nous-mêmes de fabriquer nos matériaux technologiques, de lancer nous-mêmes nos satellites dans l'espace parce que nous ne sommes indépendants en rien. Dans tous les domaines, nous dépendons de l'Europe. Et c'est ça le problème. Alors, à ce niveau-là, tu as pleinement raison que Afrique Média doit créer sa propre structure d'information. Mais du côté, pour ce qui est de dévoiler nos tactiques, il y a le dit et le non-dit. Ce n'est pas nous qui allons élaborer les stratégies de défense dans les moindres détails. Nous donnons des ébauches de solutions et les structures compétentes qui sont chargées de prendre les mesures nécessaires pour remédier au problème. Ça, notamment, dans les détails, ils vont élaborer. Parce que même à nous, la France dit énormément de choses, mais elle ne nous dit pas tout. Elle le dit et le non-dit. Elle nous dit nous coopérons avec vous, les Africains, mais on sait que dans les coulisses, elle nous pille. À la guerre, comme à la guerre d'idéologie, évidemment pas. La guerre avec les armes, nous allons procéder de la même manière. Aussi, pour vaincre l'ennemi, il faut parler. Pour vaincre, aussi à trouver une solution à un problème, il faut parler du problème. Ça dépend donc de la manière dont on parle du problème. Nous sommes ceux, les Africains de la diaspora, nous devons montrer notre intérêt à la situation africaine et aussi, quel que soit l'environnement, parce que dans l'environnement où on se trouve, on a les forces, on cultive les forces, on cultive en quelque sorte les armes pour pouvoir combattre à notre niveau les problèmes qui se trouvent devant nous. Alors, pour résoudre le problème, il faut parler parce que ça permet à la fois de sensibiliser la population, ça permet aussi à la fois de faire comprendre à ceux qui sont entre guillemets ennemis que nous savons ce qui se passe. Et aussi, il ne faut pas faire la sourde oreille à ce qui nous arrive. Parce que lorsque tu fais la sourde oreille, même si tu te crois sur moi, on continue à élaborer les stratégies contre toi. Même si nous ne devons pas ici révéler tout, puisque nous ne sommes pas ceux-là qui vont prendre les décisions demain ou après-demain de manière concrète, pas demain dans l'avenir. Nous sommes ceux-là qui essaient de trouver une solution contre un problème qui se passe maintenant. Alors, quel que soit l'endroit où on se trouve, si on a la parole, il faut parler et il faut essayer de dire ce qu'on pense pour pouvoir au moins toucher une ou deux fois. Bon, tout déjà, je voudrais vous remercier pour cette présentation. En fait, notre présentation est chargée culturelle. Et en choisissant ce. Chargé culturel parmi mon nom et quelque sorte. Et
Et en choisissant ce thème au niveau du bruit, on a pas. Bon, c'est vrai qu'on avait une histoire en plein, mais vous l'avez détaillé de telle sorte que vraiment, nous on se dit, vraiment, on n'a pas mal fait de choisir ce sujet. Et ça, il y a vraiment à s'inquiéter, quoi. Donc, vraiment, déjà, merci pour ça. Et en fait, je voudrais un peu revenir sur ce qu'Éric a dit. Et bon, il a raison, mais moi, je pense qu'il n'a pas raison. Mais moi, je pense qu'on peut suivre tout ça parce que c'est en fait quoi. Comme vous avez dit, au pays, les gens ont un problème d'infrastructure. C'est que tout ce qu'on a pris des autres, quoi. Et ça fait qu'on a toujours ce complexe, ça doit venir des autres, on entend des autres, ça peut se passer des autres. Mais je pense qu'on peut aussi jouer sur ça. Parce que si on sait que ce qui vient des autres, c'est ce qui est bien, et déjà que nous qui sommes ici là, on essaie, on se sent touché par cela et on en parle. Je pense que ceux qui sont aussi au pays peuvent me dire, écoutez, bon, là c'est là, si ceux qui disent de ça, ils parlent de ça, ça veut dire que c'est bien parce que tout ce qui vient de l'extérieur est bien. S'ils disent aussi, parlent aussi de ça, ça veut dire que c'est bien. Et on peut aussi jouer sur ça pour sensibiliser ceux qui sont au pays. Et un autre truc aussi par rapport aux infrastructures comme ça, moi je pense que nous sommes ici, nous sommes on fait des études et qu'on sort. Chacun est dans son domaine et tout, et il se spécialise, lui, il est bon dans ce qu'il fait. Et bon, le corps nascit à travers les grands films, après, il y a ceci. Mais aussi, si on passe toute notre vie comme ça, à faire nos études, après de travailler pour une grande ville, et après peut-être rentrer au pays à la retraite pour se coucher dans nous, on doit aussi contribuer à appauvrir ce pays-là. Parce qu'on dit que ce pays manque d'infrastructure, ce pays a été créé il y a cela 50 ans. 50 ans dans l'histoire, c'est même pas une seconde, quoi. Et ce pays compte sur nous tous, quoi. Donc, chacun de nous, si demain, dans 100 ans, nos enfants nous disent qu'est-ce que vous avez fait pendant que vous étiez là, et tout, on dit, oh, c'est pas. Ce sera aussi de notre côté, donc, c'est pour appeler tout un chacun dans son domaine qu'il a une responsabilité après ce pays qui manque d'infrastructures et je ne sais pas, et tout ce qui va avec. Je veux vraiment bien sensibiliser la population camerounaise. Disons que cette population est sensibilisée. Bon, alors nous allons faire parce que le gouvernement déjà en place nous met certaines barrières. Et quand on voit par exemple les soldats arriver, j'ai pu entendre qu'il y a des soldats qui ne sont pas tombés. Car la population, si tu fais comme ça, perd le courage. La question que tu as posée, c'est qu'est-ce que, en fait, n'était pas très haut, j'ai du mal à comprendre. Tu as demandé, il faut sensibiliser, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fera une fois que la population sera sensibilisée? C'était ça la question. En fait, ça veut dire que tu sous-estimes la masse critique d'un pays. Est-ce que tu penses vraiment qu'un gouvernement d'une soixantaine de personnes peut résister à la pression de 20 millions de personnes? Le Burkina Faso a prouvé ces derniers temps que quand l'ensemble d'une nation veut quelque chose, on se rend compte qu'au final, le pouvoir appartient au peuple. Parce que quand, pour une première fois, les 20 millions, à supposer que ce soit le Cameroun, ou les 35 millions d'Ivoiriens, décident que nous épousons tous cette idéologie, le gouvernement manquera de courage d'essayer d'imposer des lois qui vont contre nos intérêts, parce que de toute façon, c'est pour le Cameroun. Si on sensibilise tout le monde, ça fait que tout le monde a conscience du danger et déjà tout le monde va donc essayer à son niveau d'essayer de mettre en pratique les petites solutions que nous avons élaborées ici. Ça fait déjà un soutien énorme au gouvernement et je ne pense pas que le gouvernement aura quelque chose contre ça. On n'a pas besoin de faire partie de la hiérarchie politique pour changer quelque chose. Juste pour ajouter quelque chose, la circulation de la population a commencé au pays et tu te rends compte aujourd'hui qu'il y a des attentats suicides qui ont été déjoués parce que la population a agi. Ce n'est pas le gouvernement qui est venu agir à la place de la vendeuse de Bénin à Douala qui a dit que le sac de Bénin est suspect. Alors on va sensibiliser lorsque la population est au courant de son problème puisque c'est elle la première victime. Je voudrais s'il vous plaît revenir à la question. Les États-Unis refusent de vendre des armes nucléaires. Si les États-Unis refusent de vendre des armes nucléaires, il y a beaucoup de pays qui vont le faire par la machine.
il y a des choses que seules les hautes sphères politiques maîtrisent, c'est-à-dire peut-être y a-t-il des contrats. On a remarqué les pays africains, on appelle ça le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire l'ancien ennemi devient le demi-dieu en quelque sorte. La France a massacré le Cameroun dans les années d'indépendance. Paradoxalement, le Cameroun ne fait rien sans se tourner vers la France. Nos noms sont français, nos programmes scolaires sont français, tout vient de la France et tous les Camerounais veulent aller en France. Quand tu arrives dans les pays anglo-saxons, c'est la même chose maintenant avec l'Angleterre. Tu arrives au Congo, ils veulent aller en Belgique. C'est comme si on a ensorcelé les Africains dans cette logique-là où celui qui t'a colonisé après devient bizarrement ton meilleur ami, ton paternel, celui vers lequel tu te tournes à chaque fois. Alors que donc peut-être le Nigérien est-il lié parce que d'aucuns comprennent avec les États-Unis qui les obligent à n'avoir les États-Unis que les États-Unis pour partenaires. Peut-être pense-t-il que les armes de fabrication chinoise ou autres ne sont pas aussi performantes que les armes américaines parce qu'on sait que l'Amérique, même si la Chine a la plus grande armée du monde en nombre, l'Amérique, qu'on l'aime ou pas, reste la première en matière de qualité. Alors le Nigeria se dit, ce sont des hypothèses qu'on énonce, parce qu'il y a certaines raisons à ça. Le Nigeria se dit, nous n'avons pas beaucoup d'argent, alors si on dépense de l'argent pour fabriquer, pour acheter des armes, il vaut mieux que ce soit des armes de bonne qualité. Parce que si vous savez, ce ne sont pas de bonnes armes, peut-être qu'après, nous n'aurons non plus